Inspiration. Imaginez un monde où les gens se déplacent en hélicoptère plutôt qu'en voiture ou en vélo, où la vieillesse et la maladie ont été pratiquement éradiquées, où les émotions négatives sont supprimées grâce à la prise régulière d'une drogue appelée Soma, et où les gens sont conditionnés dès leur naissance pour remplir des rôles spécifiques dans la société. Imaginez que la reproduction naturelle ait été remplacée par la production en masse d'embryons dans des usines où ils sont génétiquement modifiés pour créer des castes de travailleurs spécialisés. Les relations amoureuses sont découragées car elles sont considérées comme une menace pour la stabilité sociale. Au lieu de cela, les gens sont encouragés à avoir des relations sexuelles occasionnelles avec de nombreux partenaires différents. Imaginez un monde dominé par la consommation de masse et le divertissement, avec un accent prononcé sur les sports, les jeux et les activités de loisirs. La littérature et l'art sont considérés comme des activités inutiles et sont découragés. Les gens sont conditionnés à être heureux et satisfaits de leur vie, même s'ils n'ont aucun contrôle sur leur destin. Imaginez cette société hautement contrôlée et réglementée où la stabilité sociale est maintenue en limitant les émotions et les désirs humains, et où les gens sont conditionnés à accepter leur sort et à ne pas remettre en question l'ordre établi. Ce que je vous décris ici, c'est une utopie. L'utopie, c'est un idéal, une vue sociale ou politique qui ne tient pas compte de la réalité. L'utopie, c'est une représentation d'une société idéale opposée aux sociétés réelles qui sont imparfaites. De nombreux auteurs ont fait le pari de s'imaginer des sociétés imaginaires, futuristes, utopiques. Si le style littéraire s'est développé dès le XVIe siècle avec Thomas More et son ouvrage intitulé Utopia, qui est sorti en 1516, l'utopie, c'est devenu un style littéraire qui regroupe beaucoup de grands classiques et on peut citer notamment La ferme des animaux ou 1984 de George Orwell, où on trouve d'ailleurs la référence Big Brother is watching you. Mais vous l'aurez peut-être deviné, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Le meilleur des mondes, qui s'appelle A Brave New World en anglais, a été écrit en 1932 et décrit une société futuriste. C'est un livre référence qui est souvent pris comme modèle quand on pense à la qualité d'anticipation d'un auteur pour décrire et estimer à quoi ressemblera le futur de notre civilisation. Et ce livre, c'est bien entendu une utopie, puisque Huxley y part d'un postulat absolument pas réaliste, puisqu'il écrit dans son monde que la grande amélioration, c'est la suppression du vieillissement. Dès le début, nous avons décidé de traiter le vieillissement comme une maladie, et en moins de 200 ans, nous en avons triomphé. Enfin, pratiquement. Nous n'avons pas encore complètement vaincu la mort, mais nous avons fait d'elle une maladie chronique. Nous avons réussi à la repousser indéfiniment. Vous l'aurez donc compris, l'auteur a ici donné naissance à un monde où on vieillit plus et où le plaisir est abondant, voire omniprésent pour les habitants, mais surtout où les familles n'existent plus. Les enfants sont élevés à part et le mot parent a disparu. Il y a plusieurs intérêts à l'utopie. Initialement, décrire ce monde irréel peu probable y servait aux auteurs à éviter la censure à l'heure de critiquer ou d'exposer une opinion sur un fait réel auquel ils étaient opposés. Mais la magie de l'utopie, c'est aussi pour l'auteur de pouvoir proposer une réflexion et des pensées qui naissent dans des situations irréelles, extrêmes, dans lesquelles on peut s'affranchir des contraintes actuelles et où l'on peut cesser d'être pragmatique. L'utopie fournit donc un support intéressant aux auteurs pour faire des expériences de pensée. Petite parenthèse technique, on parle souvent d'utopie et de dystopie. Pour vous expliquer rapidement la nuance, l'utopie est au rêve ce que la dystopie est au cauchemar. Donc la dystopie, c'est une utopie qui a mal tourné. Et là où il semble évident que 1984, dont on parlera bien évidemment dans un épisode prochainement, c'est une dystopie, dans le cas du meilleur des mondes d'Huxley, je vous laisse quand même vous faire votre idée en lisant le livre avant de juger si vous vous trouvez dans une utopie ou dans une dystopie. Quand j'ai démarré ma lecture, on m'a fait une remarque sur ce livre qui était la suivante. Il s'est quand même bien planté Huxley en pensant que l'avenir c'était de se déplacer en hélicoptère partout. Alors, dans un premier temps, après réflexion, on constate qu'aujourd'hui, on a quand même des classes sociales élevées qui se déplacent en hélicoptère ou du moins en volant, hein. Les jets privés, on a les grandes stars qui se baladent en jet privé, qui font des trajets énormes toute l'année en jet privé. Et on a certaines villes où les stars se déplacent aussi en hélicoptère. On l'a souligné aussi avec la mort malheureusement de Kobe Bryant, mais il avait l'habitude de se déplacer énormément en hélicoptère. Mais surtout, ce qui m'a le plus marqué dans cette réflexion, c'est que peu importe la forme que prend le monde de l'auteur, je trouve que le plus important, ça reste en fait les réflexions et les notions qu'Huxley a mis en place dans son livre et qui sont finalement assez familières avec ce qu'on vit actuellement, je trouve.
Alors pas forcément dans les mêmes proportions, parce qu'on le rappelle, le travail de l'utopie en littérature, c'est d'aller explorer des concepts dans leur extrémité, mais on retrouve bien les thèmes de la liberté, du bonheur, dans un monde de surconsommation et de divertissement, qui sont des enjeux qu'on retrouve de plus en plus au sortir de la pandémie du Covid, ou avec le pouvoir grandissant des réseaux sociaux sur notre attention. Et donc dans cet épisode, je souhaitais vous faire un retour sur ma lecture du livre d'Aldous Huxley et parcourir avec vous quelques notions qui m'ont inspiré. Le point initial duquel est parti Huxley, c'est ce par quoi il démarre dans son livre, c'est la vision de la société et ses objectifs principaux. La société, elle a trois objectifs principaux. Le premier objectif, c'est la stabilité. La société vise à maintenir une stabilité sociale et politique en éliminant les facteurs de troubles potentiels tels que les émotions fortes, la famille traditionnelle, la religion et l'art. Les citoyens, ils sont conditionnés dès leur naissance pour accepter leur rôle qu'ils vont occuper dans la société et ne jamais remettre en question l'ordre qui est établi. Le deuxième objectif, c'est la consommation. La société, elle encourage la consommation de masse pour maintenir une économie en croissance. On a vu dans l'épisode de Ralentir ou Périr qu'il n'était pas possible de maintenir une économie en croissance de façon durable, mais donc encore une fois, on est dans une utopie. Les citoyens, ils sont conditionnés pour être des consommateurs obéissants qui achètent et qui utilisent les produits et les services qui sont fournis par l'État. Et donc dans ce monde, la satisfaction des bonheurs matériels est considérée comme la clé du bonheur. Troisième et dernier objectif, l'efficacité. La société vise à maximiser l'efficacité et la productivité en utilisant des techniques avancées de production et de gestion. En somme, tout ce qui peut être automatisé par des machines l'est. Et quand c'est pas le cas, quand on doit faire un travail humain, alors on conditionne les humains autant physiquement qu'intellectuellement pour accomplir ces tâches spécifiquement avec plus d'efficacité. Les citoyens sont classés en castes en fonction de leur capacité à contribuer à l'efficacité globale de la société. Les individus les plus intelligents et les plus compétents sont affectés aux tâches les plus importantes, tandis que les autres sont relégués à des tâches subalternes. Huxley, il explique dans le livre, en écrivant, nous prédestinons et nous conditionnons. Nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs administrateurs mondiaux. Et donc, dans le meilleur des mondes, la société, elle est divisée en 5 classes sociales distinctes qui sont identifiées par une lettre de l'alphabet grec. Les alphas, la classe la plus élevée, c'est les plus intelligents, les plus attrayants physiquement, et c'est eux qui vont occuper les postes de direction. Ensuite, on retrouve les bêtas, qui sont un peu moins intelligents, un peu moins attrayants que les alphas, mais eux, ils occupent toujours des postes importants, souvent dans le domaine des sciences et de l'éducation. Les gammas, niveau moyen, souvent employés dans des travaux administratifs ou de bureau. Delta, moins intelligent que les gammas et généralement employés dans des tâches manuelles et physiques. Et enfin, tout en bas, on retrouve les epsilon, qui sont la classe la plus basse. Et eux, c'est les moins intelligents, les moins attrayants, et qui sont souvent utilisés du coup pour des tâches de travail non qualifiées que personne d'autre ne veut faire. Et pour Huxley, l'uniformisation des classes sociales, c'est un moyen utilisé pour maintenir l'ordre et la stabilité dans la société. Le livre, il décrit une société où les êtres humains ils sont conditionnés dès la naissance à accepter leur place dans une hiérarchie sociale qui est prédéterminée. La hiérarchie, elle est maintenue grâce à une combinaison de manipulation génétique, de conditionnement psychologique et de contrôle social. La raison qui est fournie dans le livre, c'est que cette uniformisation, elle permet en fait d'éviter les conflits sociaux, le mécontentement et tout ce qui va être instabilité, en fait, en assurant que chaque individu est parfaitement adapté à son rôle dans la société et est heureux de l'occuper. Et donc, il n'y a personne qui va vouloir changer de classe sociale, s'élever ou redescendre à cause d'un comportement divergent. Et quand je dis que les concepts abordés ils sont assez familiers, je pense notamment à l'étude qui a été menée par Datagora l'année dernière sur l'égalité des chances. L'étude, elle a montré que le facteur le plus déterminant pour définir l'avenir d'un étudiant, donc est-ce qu'il fera des études supérieures ou pas, ce n'est ni le sexe, ni l'ascendance migratoire, mais c'est bien l'origine sociale. En fait, un enfant qui vient d'une classe sociale favorisée, il a 2 à 3 fois plus de chances de faire des études supérieures qu'un enfant qui vient d'une classe sociale moins favorisée. Et c'est l'idée qu'on retrouve chez Huxley avec le conditionnement en fait des bébés à la naissance, puisque en fait il y a un contrôle total avec ce qu'il appelle le pseudo-sang, donc le contrôle génétique, et l'éducation des classes sociales qui sont conditionnées dès la naissance par leur éducation. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est que finalement, jusqu'à la morphologie d'une personne, on peut trouver à quelle classe elle appartient.
Et ça m'a fait penser à une simulation qui a été faite récemment d'à quoi ressemblera un travailleur du tertiaire en l'an 3000. Et on retrouve en fait des particularités comme le tech neck, qui est une courbure en fait typique du cou, qui est déclenchée à force de travailler sur un ordinateur. Et en fait, on remarque qu'il y a quand même des nouvelles classes sociales qui se dessinent avec le travail en bureau, où morphologiquement, on va réussir à déterminer quel est le travail qu'on fait, à quelle classe sociale on appartient, rien que par notre physique. Mais si on en reste à comparer avec aujourd'hui, on a les TMS, les troubles musculo-squelettiques, pour les ouvriers, qui sont causés à cause du travail répétitif de porter des charges, faire des gestes répétitifs toute la journée. Et on a désormais aussi les TMS pour les gens qui travaillent dans un bureau. Et en fait, on a donc des classes sociales un peu plus élevées que les ouvriers, on va dire les gammas ou les bêtas, qui vont avoir un travail de bureau, qui vont développer en fait des particularités morphologiques à force de travailler en bureau. Et à côté de ça, on va avoir les classes sociales qui sont plus élevées, qui ont le luxe, entre guillemets, d'avoir un travail qui n'est pas trop répétitif et qui ne va pas causer trop de troubles musculo-squelettiques, mais qui vont pouvoir aussi avoir du temps libre pour pratiquer un sport, pour bouger et pour être en meilleure santé. Et c'est un sujet qui est omniprésent dans le livre et donc qui laisse à réfléchir puisque dans le meilleur des mondes, au premier regard, on arrive à déterminer en fait la classe sociale d'une personne. Et on décrit vraiment les personnes quand on les connaît pas par leur appartenance à cette caste qui a été prédéterminée par Huxley. Deuxième sujet, je vous ai parlé de l'absence de parentalité dans le monde d'Huxley. Et en effet, il propose donc dans son utopie un désintéressement total des citoyens envers les codes traditionnels de la famille, à savoir les relations stables et le fait d'enfanter et d'élever les futures générations. Et si on regarde aujourd'hui, c'est notamment le cas dans les pays du vieux continent, où on va retrouver le plus de divorces, au Luxembourg, en Espagne, au Danemark et en France aussi, par exemple. Au Luxembourg, il y a 66% de divorces, alors qu'en France, on a quand même 54% des mariages qui finissent en divorce. On remarque en fait que depuis les années 70, il y a un déclin du nombre de mariages déjà, alors que le taux de divorce a tendance à augmenter. Mais pour nuancer, depuis les années 2000, on a aussi beaucoup de PACS. Donc en contrepartie du mariage, on a des PACS. Le PACS, il faut savoir qu'il y a des avantages économiques à se paxer et il y a aussi une facilité à se dépaxer comparé au mariage. Et donc le PACS remplace progressivement, selon les chiffres, le mariage. Et ça correspond en fait à une tendance qui s'en dégage, qui est que les Européens en particulier, mais dans le monde en général, ont tendance à délaisser le mariage. Et donc, on casse un petit peu ce mythe de trouver sa seconde moitié et de passer le reste de sa vie avec. Donc ça, c'était uniquement les chiffres sur l'union, sur le mariage, sur le fait de rester en couple très longtemps jusqu'à la fin de sa vie, etc., et d'avoir un seul partenaire. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, selon une étude de l'IFOP, une Française sur trois âgée de 15 ans et plus estime que la maternité n'est pas nécessaire ou souhaitable au bonheur d'une femme. Donc il faut savoir que ce chiffre il représente donc 34% de la population, soit 3 fois de plus qu'il y a une vingtaine d'années. Donc avant, en 2000 par exemple, c'était 12%. Et donc on voit que, par exemple, les Françaises, elles ont complètement évolué en une vingtaine d'années, notamment pour des raisons d'éco-anxiété, de féminisme, etc., d'hédonisme aussi. Le rapport à la parentalité, il a complètement évolué chez les femmes, et celles-ci estiment que ça ne fait plus forcément partie des objectifs pour l'accomplissement et l'épanouissement. Et donc, encore une fois, on n'est pas complètement dans la situation qui a été décrite par Huxley, mais on a quand même une tendance qui se dessine et qui a commencé à se dessiner donc depuis les années 70 pour le mariage et depuis les années 2000 pour la parentalité, qui n'ont pas forcément les mêmes causes qui étaient prédites par Huxley, mais c'est des tendances qui ont, je le rappelle, ont été amorcées 40 à 70 ans après qu'Huxley ait écrit le livre. Et donc c'est assez cocasse, on va dire, de relever ces situations-là. Troisième sujet, un petit peu plus abstrait, c'est le bonheur. Huxley, il imagine une société où on peut avoir un contrôle sur tout, et donc même sur le bonheur. Et quand on parle de bonheur, personnellement, moi je pense direct à mon travail, à mon occupation, comment trouver mon ikigai, etc. Si vous voulez savoir ce que veut dire ikigai, vous avez juste à aller écouter notre épisode de Book Club sur le sujet, je vous promets que c'est très intéressant. Et c'est un sujet très actuel parce que beaucoup de gens désormais se posent des questions sur leur travail et comment trouver un job qui va leur permettre de s'épanouir et d'avoir un impact.
Et dans un monde où le travail y perd en sens, parce qu'on a de plus en plus de travail intermédiaire, on cherche à trouver ou à inventer des occupations avec plus de sens. Et Huxley, lui, il fait un tout autre pari. Il utilise en fait le conditionnement pour régler le problème. Il va écrire: «Et c'est là qu'est le secret du bonheur et de la vertu, aimer ce qu'on est obligé de faire. Tel est le but de tout conditionnement, faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper.» Dans le meilleur des mondes, les gens, ils sont déjà conditionnés pour aimer ce qu'ils font. Et au lieu de trouver leur ikigai, en fait, on va leur en donner un dès la naissance. Et si vous vous dites que même après qu'on vous ait conditionné au bonheur, vous n'y arrivez toujours pas, et bien alors là, on vous drogue légalement, bien sûr, au soma. Cette potion magique, elle permet de garder les individus perpétuellement dans un état de bonheur. C'est prescrit par tous les médecins et pas du tout tabou. C'est un peu comme si la solution à tous vos problèmes, c'était de vous mettre sous antidépresseurs sans changer les causes de votre mal-être. Voilà donc une partie des réflexions que j'ai eues à la lecture du Meilleur des mondes d'Huxley. J'en ai eu bien d'autres évidemment, mais je vous laisse les découvrir en lisant le livre. C'est un livre que je tenais à vous présenter parce que j'aime beaucoup demander aux gens au tac, du coup, quel est leur livre préféré. Et quand je leur demande, c'est pas toujours vraiment le livre préféré, mais on s'en approche parce que finalement, c'est le premier livre auquel vous avez pensé quand je vous ai posé la question. Moi, en ce moment, eh ben, c'est Le Meilleur des mondes, et je pense que c'est parce qu'il est agréable à lire, il est impactant, et que je suis content de le recommander aux gens qui lisent. Il a fait naître énormément de réflexions chez moi, des questions existentielles auxquelles on ne répond jamais vraiment entièrement dans notre vie, et j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Je vous laisse à votre tour vous poser des questions qui vous feront réfléchir à la lumière de votre lecture. Par exemple, est-ce que vous vous sentez à votre place dans la société? Est-ce que la position que vous occupez, c'est un choix personnel ou est-ce que vous avez suivi un parcours tracé par quelqu'un d'autre? La réflexion, elle me fait penser à la citation: «Si tu ne choisis pas ce que tu souhaites faire dans la vie, si tu ne prends pas de décision, quelqu'un d'autre le fera pour toi.» Autre question, est-ce que vous accepteriez de perdre en liberté et en libre arbitre si on vous garantissait une jeunesse presque éternelle et un bonheur constant garanti? Un des personnages arrive à la conclusion suivante lors d'une discussion avec un administrateur, donc un dirigeant dans le monde d'Huxley, que je vais vous lire. «Nous préférons faire les choses en plein confort», dit l'administrateur. «Mais je n'en veux pas du confort. Je veux Dieu, je veux la poésie, je veux du danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté, je veux du péché. En somme, dit l'administrateur, vous réclamez le droit d'être malheureux.» «Eh bien, soit, dit-il d'un ton de défi, je réclame le droit d'être malheureux. Sans parler du droit de vieillir, de devenir laid et impotent, du droit d'avoir la syphilis et le cancer, du droit d'avoir trop peu à manger, du droit d'avoir des poux, du droit de vivre dans l'appréhension constante de ce qui pourra se produire demain, du droit d'attraper la typhoïde, du droit d'être torturé par des douleurs indicibles de toutes sortes.» Est-ce qu'après votre lecture, ou même hors du contexte, ici tout de suite, vous êtes d'accord avec lui? Il ne vous reste qu'à lire ce livre pour vous faire votre propre idée. Je termine sur une petite touche philosophique, une citation d'Anaïs Nin qui a dit: «On ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les voit telles que nous sommes.» Il y a beaucoup de gens qui lisent des livres ou même regardent des films plusieurs fois. J'en fais partie et récemment j'ai redécouvert les notes que j'ai prises sur les livres pour vous préparer les prochains épisodes et j'ai compris, notamment grâce à cette citation, que l'on change au cours de notre vie et que la relecture permet de voir une œuvre sous notre nouvelle perspective. On est plus ou moins marqué par d'autres éléments de l'histoire parce qu'on est plus ou moins sensible à certaines notions au fur et à mesure que l'on progresse dans notre vie et au travers de nos expériences. Alors je vous encourage à lire, à relire des livres, comme je vous encourage à vous abonner à notre podcast, à activer les notifications pour ne jamais manquer les prochains épisodes que l'on sort, si celui-ci vous a plu. Et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.